tokozwa mpe kongo te o mabe malamu nde tobongisi te biso e na tamboronde nde toyoki malamu e kongo ezali mpe na bana mayele kongo na nga ya kongo e na tamboronde ya kongo e kongo na nga ya kongo e na tamboronde ya kongo e samesana kongo e lombonga lombonga ba mama ba kole. En revenant au pays, je trouvais tout simplement que le pays donnait l'impression d'être un pays à double vitesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une infime minorité qui essaie de profiter des retombées de tout ce que le pays peut offrir, mais la majorité, le bas de la pyramide, semble croupir encore. Et on sent une certaine déception, un peu comme le chantait l'Ivoirien Tiken Fakoly, l'éléphant annoncé semble être arrivé avec un pied cassé. Et cette déception, on sent ça, ça donne l'impression que les gens avaient trop espéré aux politiques actuelles. Et là, il s'est dit, bon, mais où est-ce que nous allons encore mettre notre foi? Mais il y a aussi autre chose. Ça donne l'impression aussi que les gens ne mettent pas les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour comprendre ça, c'est que je suis passé par Addis Abeba 5 ans passés. Mais demandez à toute personne qui est passée à l'aéroport d'Addis Abeba 5 ans passés, il va vous dire que cet aéroport-là, ça donne l'impression qu'on est en train d'y travailler chaque jour pour l'améliorer. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous offre à Njili. Alors que nous avons aussi un stock de compétences. Nous avons beaucoup de personnes, toute une jeunesse compétente qui voudrait effectivement que les choses changent. Il subsiste encore des pesanteurs. Et ces pesanteurs-là, personne ne prend le courage de mettre ces pesanteurs de côté. On a des mots, par exemple, vous savez, nous on a vécu les dictatures, le reste, il y a certains mots qu'on ne pensait plus revoir. Quand on voit seulement les télévisions en ligne ou quoi, qu'on a encore affaire aux troubadours, qu'on a encore affaire aux turiféraires, alors qu'on a des gens, on devait plutôt donner de la place à ceux qui peuvent utiliser la matière grise pour faire avancer la machine nationale. C'est un peu cette impression que ça donne lorsqu'on revient comme ça. Bon, il faut dire il y a des signes d'encouragement, ce que j'appelle des signes de changement, des signes positifs. Parce que à voir les choses à Kinshasa, ça donne l'impression que les leaders ne se rendent pas compte qu'ils sont sur une poudrière. Et Kinshasa s'enflamme toujours, comme on a eu ce que j'appelle dans mon livre sur Lumumba, le syndrome du 4 janvier 1959. C'est à partir de rien. On est sur une poudrière. Et aujourd'hui, il y a un outil. Imaginez-vous comment les gens se sont... les communications sociales, hein, tout ce qui est WhatsApp, YouTube, Facebook, et ça, ce sont des outils qui vont devenir des outils de gestion du pays, des outils de gestion politique, des outils de gestion démocratique. Mais ça donne l'impression que les personnes, et ça j'ai remarqué ça pendant la semaine, quelques leaders que j'ai rencontrés, c'est comme s'ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'à un certain moment, ils risquent de se retrouver devant une situation communicationnelle qu'ils ne vont plus maîtriser. Qu'ils ne vont plus maîtriser parce que il y a tellement, comment dire, il y a tellement une cassure que le peuple va se saisir de ces outils d'une façon ou d'une autre. Ça va arriver. Ah oui, certes, il ne faut pas être défaitiste. C'est-à-dire, il ne faut pas penser, comme beaucoup de gens disent, oh non, avec ce pays, on ne peut rien faire. Non, on peut toujours faire quelque chose.
Il y a Chinua Achebe qui a écrit un petit livre qui s'appelle The Trouble with Nigeria. Si je dois traduire ça en français, c'est-à-dire que le mal nigérien. Il dit, il n'y a rien de mauvais avec le Nigeria. C'est juste un problème de leadership. À tous les niveaux. Actuellement, ça donne l'impression que nous continuons encore avec ce que Etienne Tshisekedi avait analysé et il avait dit être le leadership de sauvetage. Et c'est ça, ça semble être notre pesanteur négatif, ce leadership de sauvetage qui continue. Parce que quand je parle par exemple de Godfather ou de lobbying, de coaching, il en existe. Il y a de bons Godfather et de coachs. Moi, je fais 2 diplômes ici au Royaume-Uni. J'ai ajouté encore 2 diplômes. Je suis bachelier en cinématographie. Mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la cinématographie, vous voyez, pour avoir un film d'1 heure, vous avez, on dit par exemple un film, ça coûte 60 millions de dollars. Mais pourquoi? Parce que pour faire un film, vous avez conçu une idée. Vous devez chercher quelqu'un pour écrire le script. Vous devez avoir au moins 5 ou 7 ou 10 caméras. Vous devez avoir autant de microphones. Vous devez sélectionner des acteurs. Vous devez faire du montage. Mais tout ça, c'est pour un film d'1 heure seulement à projeter sur un seul écran. Donc, c'est possible avec tout ce qu'on a. C'est un peu comme un puzzle. C'est un peu comme un puzzle. C'est possible. Donc, et le deuxième diplôme que je fais le management en charity management. Le dernier cours qu'on a eu, c'était le cours d'investment et des investissements. Le cours, c'était à l'université, St. Mary University, la seule université catholique à Londres. Il y en a beaucoup au Royaume-Uni, mais la seule qui est à Londres, c'est celle-là. Donc, dans ce dernier cours de master de charity management, on nous a amené le gars qui est le responsable des investissements et le désinvestissement dans le Church of England, l'Église anglicane. Le nombre de personnes philanthropes qui ont leur argent et qui veulent aider, c'est un grand nombre. Mais le problème, c'est quoi? Le philanthrope ne va pas donner son argent n'importe comment à n'importe qui. Et c'est là où nous avons un problème. Il y a certaines valeurs qu'il faut inclure. Le valeur, par exemple, le respect de la parole donnée. Le respect de la signature. C'est incroyable. Actuellement, notre pouvoir, actuellement, nous avons ce que nous avons fait à Genève, où notre propre signature, nous l'avons déniée. Mais ça va nous suivre partout. Donc, il y a ces valeurs-là pour approcher ces personnes, ces Godfathers. On se demande, par exemple, pourquoi est-ce que les gens qui sont en train d'exploiter l'Est du Congo préfèrent bien aller prendre le Rwanda que de venir travailler avec les Congolais. Mais parce que nous, on a une mauvaise réputation, nous ne respectons pas notre parole donnée et surtout notre signature. Donc, mais ce n'est pas dit qu'on ne peut pas commettre des erreurs. Ici, dans cette culture, ici, j'ai appris une chose, c'est que la force du sorry, du pardon. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commet une erreur ici, la personne va se présenter pour dire, en tout cas, je m'excuse, en tout cas, je ne vais plus refaire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-moi. Et regardez, il n'y a pas qu'ici. Vous voyez ce qui est arrivé en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid. C'était la même chose. C'est ce qu'on appelait en Afrique du Sud la justice transitionnelle. C'est-à-dire qu'on fait la commission justice et réconciliation. Que tous ceux qui ont commis des bavures, venez, on va témoigner, on va voir, Et ça, c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, on arrête les gens qui ont volé l'argent ou non. Mais peut-être on ne va pas retrouver cet argent. Mais si on demande à ces gens, on dit, remettez l'argent, et puis bon, vous n'allez plus assumer des responsabilités politiques, certes, mais remettez l'argent, vous ne serez pas en prison. On peut faire cette chose-là. Donc voilà un peu les petites choses que j'ai remarquées ici. Donc les Godfathers, on peut les avoir. Mais nous devons changer notre façon de voir les choses. Nous devons... Et cette culture de la parole donnée n'est pas qu'une culture anglo-saxonne ou européenne. Même dans nos villages, le respect de la parole donnée, c'est que Desmond Tutu appelé en Afrique du Sud Ubuntu. L'homme dans ce que tu as le plus intérieur, dans ce qu'on ne peut pas changer, dans ce qui fait de toi que tu sois un homme, que tu ne sois pas un animal. Et l'une des choses, c'est le respect de la parole donnée, a fortiori le respect de la signature.
la différence entre le pays et ces pays développés, c'est, je vais un peu, regarde, tous ces pays se sont développés à partir de l'usage de la matière grise, de l'intelligence. Et rappelez-vous, les écoles telles que nous les connaissons ont été un peu schématisées en Grèce avec notamment le disciple de Socrate, Platon, qui avait créé l'académie. Et l'académie à Athènes avait comme devise que nul n'entre ici n'est géomètre. C'est-à-dire que ces sociétés ici, là où on vit en Occident, tout est calculé, tout est mesuré. Quand on a été dans les écoles primaires, on nous a donné, on nous a appris tous ces outils de mesure. C'est pour tout quantifier, pour tout mesurer. Et ça aide parce qu'on a la même façon, la même vision des choses, la même façon d'analyser. Et l'Occident, c'est aussi le rationalisme de Descartes. C'est la tête. Et les Allemands vont ajouter l'idéalisme, c'est-à-dire qu'amener l'intelligence à réfléchir des choses pratiquement impossibles. Ils vont même jusqu'à nier l'existence de Dieu pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est un peu ça l'Occident. C'est-à-dire qu'on donne l'impression, quand vous arrivez à une université comme à Oxford, à Cambridge, vous sentez que les gens sont en train de raisonner à un niveau très, très, très supérieur. Même les choses les plus ordinaires comme la musique ou comme la danse, on réfléchit ces choses-là à un niveau supérieur. Donc, c'est un peu ce qui fait défaut chez nous. Nous ne sommes pas encore entrés dans le siècle des Lumières du Congo. Il faut ça. Il faut que les personnes comme on a eu dans les temps le professeur Malwaka Lenga. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à la conférence nationale souveraine pour la révolution de l'intelligence. C'est ce qu'il nous faut actuellement. Et on sent effectivement que ça fait un peu défaut. Qu'est-ce qui fait encore défaut? Il y a certaines valeurs qui sont devenues des valeurs universelles et des valeurs normales. Au Congo, c'est pas encore, ça donne l'impression que ce n'est pas encore normal. Des valeurs telles que la démission. Ici, dès que quelqu'un, vous ne pouvez pas faire le travail qu'on vous a demandé, vous démissionnez. Et ça ne semble pas encore chez nous. Comme les limites, nous avons appris dans les mathématiques des limites. C'est-à-dire quoi? Chacun, vous devez savoir les limites. Vous savez, quand nous disons, par exemple, chez nous, un véhicule 4x4 est tout terrain. La première leçon que j'ai apprise en arrivant au Royaume-Uni, quand je suis venu faire un training en logistique de transport, c'est qu'il n'existe pas de véhicule 4x4 et tout terrain. Tout véhicule a une limite de vitesse, a une limite, à un certain moment, il doit s'arrêter. Et vous devez, lorsque vous achetez un véhicule, savoir vous questionner sur la limite de votre véhicule. Sinon, vous allez commettre des accidents. Et ça donne l'impression qu'au Congo, on est dans un pays où les gens ne savent pas mesurer et prendre leurs limites. Surtout lorsque certaines personnes deviennent des politiciens. Autre chose, deux choses, la recherche scientifique. L'Occident, vous sentez que même dans ces moments de crise ici, ce sont les hommes des sciences qui prennent le devant. Tous on a été dans les écoles payées par nos parents, mais on ne nous a pas envoyés étudier pour rien. C'est pour que nous puissions venir aider à comprendre, à schématiser, à analyser. Et puis, il y a la valeur de l'homme. Les civilisations occidentales, c'est l'homme qui est au centre de tout, c'est ce qui ne semble pas encore au Congo. Et la diaspora a un problème. La diaspora, non, parce que il ne faut pas... je crois que nous croyons trop au miracle. D'abord, j'ai remarqué en revenant à Kinshasa que l'échantillon que les gens qui se trouvent au pays ont de la diaspora, on a un mauvais échantillon. Et nous aussi, la diaspora, l'échantillon qu'on a des gens qui sont restés au pays, on a le mauvais échantillon. Donc, on doit changer nos échantillons. C'est ce qui fait défaut. Il y a un professeur d'université de Cambridge qui a écrit un livre, c'est The Bad Samaritan. Le livre part sur le constat du Congo. En 1960, le niveau de vie du Congolais équivalait 5 fois le niveau de vie du Sud-Coréen, du Chinois, de tous les pays d'Asie du Sud-Est. Mais qu'est-ce qui fait que 60 ans après, notre niveau de vie soit devenu 10 fois inférieur à celui-là? Et il y a quelque part là ce qu'il appelle le bad samaritain, le mauvais samaritain. Donc, on a eu un mauvais coaching quelque part. On n'a pas eu de personnes, de godfathers, de personnes pour dire voilà le bon chemin à suivre.
coaching que nous avons, nous n'avons pas de bons godfathers. Voyez, nous avons actuellement les combattants. Oui, mais actuellement, nous devons aussi changer, nous de la diaspora, pour devenir des combattants d'idées, pour devenir le contrepoids au pouvoir, à la médiocrité, si médiocrité il y a. On doit par exemple, parce que la diaspora, cette puissance-là, de dire par exemple à tous ces pays ici, lorsque vous allez chez nous, nous on doit savoir ce que vous allez faire là et qu'est-ce qui se passe. Et ça c'est possible. On doit éviter d'être, de penser qu'on devient un moraliste social ou un moraliste politique, mais ce qu'on doit dire, c'est dire quoi. Même, je donne l'exemple là où nous vivons au Royaume-Uni. Quand un parti est au pouvoir, ceux qui ne sont pas au pouvoir, le parti qui n'est pas au pouvoir forme un shadow cabinet, un cabinet dans l'ombre avec un premier ministre, avec des ministres. Et c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on critique les gens qui sont au pouvoir et qui gèrent, mais les gens qui ne sont pas au pouvoir, qui s'appellent opposition, qui s'appellent société civile, ils doivent démontrer qu'ils sont l'alternative à la médiocrité qu'ils sont en train de décrier. Et c'est possible de montrer ça par un shadow cabinet, par un bon manifeste. Regarde, je dis à l'indépendance, le professeur Van Bilsen a écrit en 1955 le plan de 30 ans de la décolonisation du Congo. Les évolueurs de conscience africaine ont écrit le manifeste de conscience africaine autour du cardinal Malula, et Labako a écrit le contre-manifeste de Labako. Donc c'est possible. Donc, ok, on critique, on jette les pierres à ceux qui se trouvent là, mais on montre que voilà, nous effectivement, nous sommes une alternative. Et je crois que cette alternative-là existe. J'ai vu des jeunes gens, j'ai vu des gens qui entrepreneurs, il a tout un stock d'entrepreneuriat qui veut effectivement que les choses changent. Et je crois qu'il est possible, il a moyen, comme on dit ici, de mettre des footbridges, les ponts qu'on peut passer à pied entre toutes ces compétences et ces forces-là. Et je crois que ce pays-là, comme je dis, comme le Nigeria, peut créer des miracles. Le Nigeria crée des miracles. Dès que le dernier dictateur Sani Abacha est tombé, une transition de 2 ans, c'était le miracle nigérien, ce que j'appelle toujours the Nigerianization of the Congo. The Nigerianization of Congo. C'est possible. Mais il faut que les gens se mettent à réfléchir sur ça, à planifier sur ça. Il faut qu'on évite de penser que tout ça, ça va arriver comme ça par un effet de bâton, de coup de bâton magique ou par le fait de miracles. Oui, les miracles sont là, mais la gestion d'un pays se fait planifier. Certes, on a eu des Congolais qui ont élevé leur voix, parce que c'est le point de départ, ça il faut dire. Mais on ne doit pas se lasser, on ne doit pas se taire. Regardez, là où nous sommes dans ce pays ici, le Royaume-Uni. En 1903, lorsque le monde entier commençait à avoir vent de mains coupées des agents de Léopold II au Congo, il y a un simple journaliste, Edmond Denis-Morel, qui, à partir de Liverpool, avait lancé une organisation qui s'appelait The Congo Reform Association. Et c'est cette organisation-là qui a commencé à faire de pétitions. Ils avaient organisé une grande manifestation à Royal Albert Hall. Et le Parlement britannique a dû envoyer au Congo un consul en la personne de l'Irlandais Roger Kessman, et c'est ça qui a mis le roi Léopold II à genoux. Donc aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme outil, c'est possible. Nous devons contribuer ou devenir aussi des change makers du Congo. Donc c'est possible, on ne doit pas se lasser, on doit utiliser tous les outils possibles. S'il faut utiliser la musique, il faut utiliser la musique. On a dit ça plusieurs fois, que si par exemple on dit à nos musiciens, bon, vous venez jouer votre concert, mais voilà le message que vous devez faire passer. Vous devez composer dans votre album 10 chansons, une chanson doit être pour le Congo. Si c'est ça le langage que ces gens-là veulent entendre, on va l'utiliser. Mais je crois qu'il faut tout de même à un certain moment se dire, comme je dis avec le film Maker, mettre toutes ces compétences congolaises ensemble et réaliser un film. Et je crois que c'est possible.
Bon, je suis philosophe, je dois le dire. Vous savez, la grande critique de Karl Marx contre les philosophes, il dit que les philosophes n'ont fait que interpréter le monde, il faut le changer. Après avoir été à Kinshasa, je suis revenu avec euh, un plan dans la tête. C'est que quand cette histoire de coronavirus va se terminer, je vais prendre mon propre carnet d'adresses. Tous ceux que moi je connais à Londres, nous allons nous réunir. On va se réunir et de là, on va voir ce qu'il faut faire. On va peut-être lancer un mouvement. On en avait discuté dans le temps avec mon ami le docteur Florent Poumou, le mouvement de la table ronde. Parce que qu'est-ce qu'il est intéressant dans la table ronde lorsque les Congolais nous sommes arrivés à la table ronde à Bruxelles en 1960 pour l'indépendance? C'est qu'avant la table ronde, il y a eu 2 documents importants qui, dans notre histoire politique, c'est le manifeste de conscience africaine et le contre-manifeste de la BACO. Mais ici, nous voyons que les partis politiques, lorsqu'ils se lancent pour les élections, ils élaborent un petit manifeste. Donc la table ronde, c'est-à-dire quoi? C'est tout ce... On va prendre tout ce que nous avons comme compétence de la diaspora congolaise de Londres. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons faire une analyse SWOT. Nous avons c'est un problème interne, mais nous avons aussi des capacités. Et on va faire une analyse, on va voir qu'est-ce qu'il faut proposer et on va en profiter. Disons, je vais organiser un événement pour la présentation de mon livre, L'autre Lumumba. Et l'autre Lumumba, je dis, il y a l'autre Congo, il y a l'autre diaspora congolaise, il y a l'autre Congolais, il y a une autre façon de faire, d'être congolais. Donc c'est ça c'est un appel que je lance. Je profite de mon ami John Ngomba qui m'a demandé de réaliser 4 minutes pour lui. Malheureusement, je suis allé un peu au-delà. Mais je crois, j'ai eu la chance d'avoir 2 formations ici. La première formation s'appelle Changemakers par une organisation qui avait formé Barack Obama à Chicago, qui s'appelle The Gamaliel Foundation, par un gars qui s'appelle Grégory Galloso. Greg Galloso, c'est celui qui a formé un peu Barack Obama aussi, c'est son godfather. Et puis une autre formation par Defeed, Common Purpose, et puis Common Purpose Defeed, qui s'appelait The Diaspora Changemakers. C'est-à-dire, comment faire pour que nous, de la diaspora, parce que très souvent dans la diaspora, nous pensons que we are part of the problem. Nous oublions que we are also part of the solution. C'est-à-dire que nous pensons que, en tout cas, nous sommes le problème. Non, nous sommes aussi des solutions. Maintenant, comment faire à ce que nous, qui pensons être des solutions, nous pouvons nous réunir et amener aussi ces solutions-là, parce que l'objectif de cette formation-là, c'était connecter avec la terre natale. Nous devons connecter avec la terre natale, proposer, et je crois que c'est possible. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je me dis en revenant de Kinshasa. We are part of the problem, but we are probably the part of the solution. And we must become the part of the solution à partir de la diaspora londonienne. On va voir, il y aura des mécanismes, mais c'est possible. Avec tout ce que nous avons comme expertise, on va lancer le mouvement de la table ronde à partir de Londres, avec un manifeste, et on va voir. Et puis, quand je parle de Bad Samaritan, c'est-à-dire que même l'apport des étrangers qui viennent un peu, qui semblent venir aider le Congo et les Congolais, ça donne l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il y a un problème quelque part. Je donne l'exemple. Quand je débarque à l'aéroport de Kinshasa, je sors et qu'après 2 heures, 3 heures, on arrive à Limité avec tout le bazar de sauts de moutons qu'on voit actuellement. Et je crois que beaucoup de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont des gens qui les soutiennent d'une façon internationale. Mais je me pose une seule question. Je me dis, bon, attends, le chef d'État, il passe aussi par la même route. On me dit oui. Je dis, mais c'est pas possible. Et le président du Parlement, on me dit, il passe là aussi. Le président du Sénat, il passe là. Les ministres, ils passent aussi par la même route. Les députés, les 500 députés, ils passent par là aussi. Professeurs d'université, tout le monde, les journalistes, vous passez aussi par la même route. En voyant tous ces sauts de moutons, oui. Depuis le premier jour, oui. Ok. Et les ambassadeurs plénipotentiels, les ambassadeurs et tous les envoyés spéciaux, tout le monde passe par là.
le secrétaire général de l'ONU, lorsqu'il vient à Kinshasa, il prend un hélicoptère de Ndjili jusqu'au centre-ville. Oh non, il passe aussi par là. Alors là, moi, je me dis, mais c'est terrible. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a pas un bon Godfather, on n'a pas un bon coaching. Parce que dès le premier jour, je crois que les personnes, dès le premier jour, si ils étaient des géomètres, je dis la géométrie, s'ils étaient des géomètres, dès le premier jour, ils devaient voir que cette chose-là n'allait pas marcher. Et, comment est-ce que les personnes n'ont pas arrêté la bêtise pour qu'on arrive à ces niveaux-là? Donc voilà un peu, c'est là où je dis, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas à plusieurs niveaux. Ce bas de Samaritains, ce n'est pas seulement un bas de Samaritains congolais, mais aussi les étrangers qui viennent au chevet du Congo, ça donne l'impression comme beaucoup de points d'interrogation. Nous-mêmes aussi, parce que la diaspora, quand nous venons, nous passons aussi par là. Et nous avons des frères et des sœurs qui sont dans ces structures, qui volent l'argent de l'État. Et surtout que quand nous revenons comme diaspora, nous sommes encore très fiers en exhibant encore les véhicules. Attends, à ce niveau-là, nous sommes encore à ce niveau-là d'exhiber des véhicules. Non mais c'est que on a passé le temps dans la diaspora pour rien. Alors, pourquoi le Royaume-Uni, quand ils sont arrivés ici, il ne faut pas oublier que je suis arrivé au Royaume-Uni après avoir fait la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie. Mais en arrivant ici, j'ai trouvé quelque chose de formidable. C'est que le peuple britannique, il est vraiment formidable. D'abord, on vous donne un visa de 6 mois avec multiples entrées. Et puis, vous arrivez à l'aéroport d'Heathrow. Après avoir été à l'aéroport des Aventem, Charles de Gaulle, celui de Rome, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ici? Le nombre de personnes noires qui travaillent dans la police, où vous ouvrez la télévision, le nombre de personnes de couleur, de nègres qui présentent des émissions, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont une certaine façon de faire, ils sont un peu pragmatiques. Il y a deux assertions importantes ici qu'on apprend quand on vient ici, c'est « Prevention is better than cure ». Mieux vaut prévenir que guérir. Nous, actuellement, nous voyons, on est en train, par exemple, d'arrêter les gens qui ont volé l'argent de l'État. Mais alors qu'on aurait pu, prevention is better than cure, on aurait pu, on n'allait pas arriver là parce qu'on les met en prison. Mais est-ce qu'on va récupérer cet argent-là? Peut-être pas. Donc, deuxième chose, c'est que cette phrase de Shakespeare, to be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être, c'est ça la question. Où on est ou on n'est pas. Et chez nous, c'est que les gens qui ne sont pas, ils donnent l'impression qu'ils sont. Et ça, j'ai remarqué, c'est ce que j'ai remarqué de positif ici. J'ai remarqué des personnes formidables en arrivant. J'arrive dans un shop de Congolais, un monsieur qui m'écoute, qui me dit, mais attends, je n'ai pas encore entendu un raisonnement comme ça. Ce monsieur Alain Franck Mozelo, c'est lui de vis-à-vis. Il me dit, mais attends, on est à Londres, il appelle à Birmingham, un monsieur, Jiva, Gilbert Missambo, qui a étudié dans le même petit séminaire que moi. Alain Franck me fait un billet de bus, j'arrive à Birmingham. À Birmingham, il me reçoit, il m'écoute, il appelle Abbé Emile à Londres. L'abbé Emile dit, mais je connais le jeune homme. Il dit, tu prends le train, reviens ici à Londres chez moi. Donc voilà, cette ouverture-là. À part, bien sûr, l'ami qui m'avait accueilli chez lui, donc vous sentez que les gens sont ouverts. Deuxièmement, il n'y a pas que les Congolais, même les Britanniques, les premiers Britanniques qui ont eu, que j'ai contacté, d'abord des collègues journalistes, un vieux journaliste, professeur d'université, Mike Jepson, professeur de l'université de Bristol. Il m'écoute, il me dit, OK, il m'amène à la BBC. Et on m'écoute, on me dit, mais si tu as travaillé comme journaliste, pourquoi ne pas commencer un magazine? Donc je commence comme ça un magazine à Londres qui s'appelait Congo Yassika. Et je vais encore, Alain Franck me connecte, il dit, mais parce que tu écris des livres, il me connecte avec un professeur congolais, le professeur Issei Bokte de Genève. Il dit, mais attends, tu as écrit? J'ai dit, oui, bon, je viens d'écrire un manuscrit, Les Grenouilles incirconcis. Il me dit, envoie-moi ça. Parce que la leçon que j'avais retenue de Charles Diou aussi, c'est que un manuscrit, tu ne peux mentionner un manuscrit que si tu peux le partager avec quelqu'un. Donc, j'envoie au professeur Issei, il le lit, il me dit, écoute, c'est bon ce que tu as écrit comme critique du Congo de la guerre, mais
tu dois ajouter une deuxième partie. Quoi. Tu fais une analyse de la situation, mais tu dois proposer des solutions. Quand tu vas rentrer comme diaspora, qu'est-ce que tu vas amener? Donc, j'écris un livre comme ça à cause de ces contacts. Alain Franck Monzelo m'a mis en contact avec un Congolais de la diaspora, professeur d'université de Genève, ici au Bokatola. Et le même Alain Franck me met en contact avec celui qui est devenu pratiquement mon pote maintenant, un ami, Dr Florent Poumou. Et Dr Florent m'écoute dans une émission de télévision, il soignait Alain Franck dans un grand hôpital. Quand Alain Franck l'écoute, il dit, mais vous êtes Congolais, oui. Vous devez être en contact avec un autre Congolais parce que vous raisonnez de la même façon. Il nous met en contact. Et si je suis venu à Kinshasa avec ce livre, L'autre Lumumba, le titre L'autre Lumumba, c'est un médecin congolais, un ami, Florent Poumou, qui m'a écouté, il m'a dit, tu dois changer le livre. Parce que voilà, donc je me mets au laboratoire parce que j'ai rencontré des personnes qui pouvaient comme ça m'aider à changer positivement un peu ce que je pouvais offrir. Et puis, j'ai rencontré aussi des Britanniques formidables. Non pas seulement que j'ai rencontré Sa Majesté la Reine, j'ai été invité au Palais Royal, le Prince Charles, le reste. Mais j'ai rencontré par exemple une famille amie de journalistes et écrivains, Jennifer Monahan et son épouse Yann Davinson, qui sont devenus pratiquement des parrains. Mais parce que tu écris, voilà comment est-ce qu'ici au Royaume-Uni, on devient publisher. Donc maintenant, j'ai mis en place une compagnie, une maison d'édition. Et tout ça, ce sont des opportunités, effectivement, que j'ai trouvées en venant ici. J'ai trouvé des hommes formidables, des hommes ouverts, qui sont là, si vous pouvez offrir quelque chose, eh bien, vous avez les portes ouvertes. Et maintenant, certes, il y a ce que nous devons faire actuellement, c'est qu'il faut ramener un peu tout ce qu'on a appris ici, tout ce qu'on a vu, connecter ça avec le pays. Il faut même forcer, nous devons le forcer. C'est-à-dire que nous devons, non pas seulement, on a fait trop de propositions, si ça ne marche pas, on doit forcer, on doit montrer que voilà ce qu'on a appris des autres pour que ça puisse bénéficier au pays natal. Nous devons arriver à faire quelque chose et c'est possible. Même si nous n'arrivons pas, mais on va mettre en place des fondations pour que d'autres puissent continuer après. Mais nous allons le faire dès que les choses vont se calmer. Ou pendant ce moment que les choses sont ce qu'elles sont, on est dans les maisons. Vous savez, tous les gouvernements occidentaux sont maintenant en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va arriver après? Même dans les relations avec l'Afrique, même dans les relations avec la diaspora. De nous aussi, de la diaspora, pendant ce moment de confinement dans nos maisons, nous devons réfléchir, utiliser tout ce que nous avons comme médias sociaux pour nous connecter, pour réfléchir déjà ce que nous serons, ce que nous allons faire, ce que nous allons proposer après tout ce temps de confinement. Mama